Le Maolid est célébré ce dimanche 12 janvier 2014. Il commémore la naissance du prophète Mohammed. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle se déroule à la grande mosquée de la Riviera 2. Un nouveau cardinal pour la Côte d'Ivoire, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan, fait partie des 19 nouveaux cardinaux nommés par le pape François. Monseigneur Jean-Pierre Coutois est le troisième cardinal ivoirien, après Bernard Yago et le cardinal Bernard Agri. La nation israélienne pleure Ariel Sharon, décédé hier après un long coma au lendemain du décès de l'ancien Premier ministre. Les réactions sont partagées à travers le monde. Merci de suivre votre journal sur RTI 1 et bienvenue à tous. C'est aujourd'hui le Maolid. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire et du monde entier célèbre ce dimanche 12 janvier la naissance du prophète Mohammed. La cérémonie officielle a lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf. Elle est placée sous l'autorité spirituelle du cheikh El Hadj Bouakari Fofana et se déroule autour du thème « Les orientations spirituelles et morales du prophète Mohammed pour la réforme de la société ». Et ce communiqué, l'annonciateur apostolique a informé ce jour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le gouvernement, le peuple ivoirien et l'Église catholique de Côte d'Ivoire de la nomination ce jour 12 janvier de 19 nouveaux cardinaux, dont Monseigneur Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. C'est le troisième cardinal après Bernard Yago et le cardinal Bernard Agri. Le nouveau cardinal ivoirien, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, sera officiellement intronisé le samedi 22 février prochain lors du consistoire du Vatican à Rome. À présent, le portrait du nouveau cardinal avec Grace Kando. Sa sainteté, le pape François, vient d'élever au rang du cardinal l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois. L'information a été rendue publique à Saint-Pierre de Rome après l'Angélus. Une prière du milieu du jour qui rappelle la salutation de l'ange à Marie. Monseigneur Jean-Pierre Coutois fait partie des 16 cardinaux nommés ce dimanche 12 janvier. En plus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a été aussi honoré avec la nomination de l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo. Le 22 février prochain, à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, les nouveaux cardinaux recevront les attributs de leurs nouvelles fonctions. Dans l'histoire de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Monseigneur Jean-Pierre Coutois est le troisième cardinal après Bernard Agré et feu Bernard Yago. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Coutois a été ordonné prêtre en juillet 1971. Il est président de la commission épiscopale pour l'écuménisme, l'apostolat biblique et vice-président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. 3 archevêques émérites feront aussi leur entrée dans le collège des cardinaux le 22 février prochain. La Banque africaine de développement sera de retour en Côte d'Ivoire avant la fin du deuxième trimestre de l'année 2014. Le sujet a été évoqué hier lors d'une audience accordée par le président de la République Alassane Ouattara au président de la BAD Donald Kaberuka à la résidence du chef de l'État à Cocody. Il a été également question lors des échanges de la situation économique de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin. C'est une entrevue d'un peu plus d'une heure d'horloge à partir de 18h ce samedi qui s'est déroulée entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président de la BAD, Donald Kaberuka. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État, assise à Cocody. Donald Kaberuka a indiqué qu'il ne pouvait pas rencontrer le président ivoirien sans parler avec lui de la Côte d'Ivoire et ses rapports avec la BAD et du retour de l'institution à son siège à Abidjan. Avec lui, on parle de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de la Banque africaine. Et c'est toujours un honneur d'écouter ses conseils. On a parlé d'abord de la renaissance de l'économie ivoirienne. Je voudrais le féliciter avec son gouvernement pour le travail accompli depuis quelques mois. Il est évident que la Côte d'Ivoire est de retour. Et comme partenaire de la Banque de la Côte d'Ivoire, pays siège de la Banque, il est de mon devoir de voir dans quelle mesure la Banque africaine peut accompagner cette renaissance de ce pays.
Aussi, le président de la BAD s'est-il voulu précis pour ce qui est du retour effectif de la Banque africaine de développement à son siège. Il a annoncé que le conseil d'administration de l'institution et lui-même seraient bien en place à Abidjan avant la fin du deuxième trimestre de cette année 2014. Et de son côté, à la primature, le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan s'est entretenu avec le président mondial du groupe japonais Ajinomoto. Les discussions ont porté sur la relance des activités du groupe japonais en Côte d'Ivoire sur les 5 prochaines années. Abou Sanogo. Le président mondial du groupe japonais Ajinomoto, leader des acides aminés spécialisés dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits pharmaceutiques, reçu en audience par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Masatoshi Ito dit être venu exprimer sa gratitude au gouvernement ivoirien, apprécier les résultats des 2 années d'activité de la structure dont il a la charge en Côte d'Ivoire et relancer un programme sur les 5 années à venir. Le commerce ici est très développé. À travers la Côte d'Ivoire, l'expansion du commerce dans la sous-région se fera beaucoup plus à travers Ajinomoto. La société Ajinomoto pense beaucoup à la santé des populations et c'est pour ça que le groupe Ajinomoto vient introduire le produit pour que les Ivoiriens se portent bien. C'est un produit fait à base du glutamate de sodium qui aromatise la nourriture. Et il y a 100 ans que ça a été découvert. Et ils se sont dit que c'était bon qu'ils le fassent connaître à travers toute l'Afrique. Le groupe japonais Ajinomoto a pour objectif de produire plusieurs tonnes d'un assaisonnement culinaire à des pays de la sous-région à partir d'Abidjan. Parlons de logements sociaux à présent. L'État ivoirien a ouvert le chantier de construction de 350 villas modernes. Cette opération est le prolongement dans le royaume du Saint-Louis du programme de logements sociaux du chef de l'État pour résoudre le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Léon Brou. Voici la maison témoin des 350 logements sociaux et économiques pour offrir des toits aux populations d'Aboisseau. Une villa comprenant toutes les commodités. Dans 6 mois donc, ce terrain de 7 hectares fera place à une cité moderne. 2 matériaux essentiels concourent à sa réalisation, briques ordinaires et briques de terre cuite ou géobéton. Tous les murs sont porteurs. C'est des panneaux polystyrène. Nous faisons une projection de ciment sur ces panneaux et la maison est toute construite en béton. Ça résiste au feu, ça résiste au tremblement de terre et vous avez la température ambiante qui est maintenue dans la maison. Le Sud Comoé compte sur cette opération mise en route par le ministre de la Construction et son collègue de l'Industrie pour pallier son déficit en logement. Expression de l'adhésion des populations de la région au programme gouvernemental de logements sociaux et économiques. Elle est dite par les élus et la notabilité, tous avec la caution de Sa Majesté Nanandoufou V, roi du Sanvi. Les dépôts dans les comptes séquestres augmentent pratiquement chaque jour, chaque semaine. Ça atteint des montants importants. C'est un signe de confiance. Et je voudrais également encourager et lancer un appel à tous mes frères et sœurs de la région de s'engager directement, volontairement, sans équivoque dans ce programme, en souscrivant, en prenant des logements. À Aboisseau encore, le maître d'œuvre du programme des logements sociaux et économiques a expliqué les innovations pour la 2e phase de souscription qui démarre le 6 février prochain. Prise en compte des revenus de plus de 400 000 francs, intégration de villas de standing à des coûts supérieurs à 15 millions de francs CFA. Rendons-nous à Gagnoa où depuis l'incendie du marché central, les commerçants exercent dans les rues de la ville. Une situation face à laquelle la mairie reste impuissante et les autorités municipales sont surtout confrontées à un manque de ressources financières pour bâtir un nouveau marché. Léon Brou. Difficile, même pour conducteurs d'engins à 2 roues, de se frayer un passage. Et pourtant, nous sommes bel et bien sur une route, la rue jouxtant le grand marché sinistré de Gagnoa. L'occupation de cette voie par les commerçants remonte à l'incendie de leur marché il y a environ 10 ans. Gagnoa, il n'y a pas sentier. Nos maris ne travaillent pas. C'est le marché, on se débrouille et puis on nourrit la famille. On fait tout pour les enfants. Depuis le marché a pris l'incendie, là, on n'a pas de place. Chaque fois que le commerçant vient me trouver, il dit « Ah, en fait de place, je n'ai pas de place ». Bon, les femmes qui s'asseyent ici aussi, toujours camion il descend. Et puis bon,
nous-mêmes, on a peur comme ça. Quitter la rue pour un marché, vœu ardent pour les commerçants de Gagnoa. Il s'agit pour eux de se mettre à l'abri des accidents de la circulation. Le dernier en ces lieux date de 5 mois. Une vendeuse y a perdu la vie. Lui, il était assis. Moi, j'étais arrêté. La voiture est venue. Moi, là, je suis parti comme ça. La voiture est venue la ramasser pour partir avec elle. Il est resté en bas des pneus. Saisie, la mairie explique son impuissance. À l'origine, le déficit budgétaire, 680 millions de francs CFA, le budget annuel, avec un faible niveau de recouvrement des recettes. Pour reconstruire le même marché que nous avions ici, c'est-à-dire R+1, il nous faut au minimum 3 milliards de francs CFA. La mairie ne peut pas avoir les 3 milliards de francs parce que le budget de la mairie n'arrive même pas au 10e du montant indiqué. Toutefois, commerçants et autorités municipales espèrent la reconstruction du marché central de Gagnoa. Il nous faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, nous l'attendons du gouvernement, du chef de l'État. On nous a fait comprendre que le président de la République devait venir ici en visite d'État. Et que c'est au cours de cette visite d'État, il pouvait se prononcer. Donc nous souhaitons incessamment que cette visite d'État puisse se faire dans l'intérêt général de la population de Gagnoa. En attendant, la rue fait office de marché et la place du marché, un dépotoir où les ordures côtoient au quotidien restaurants et autres commerces d'aliments. Lutte contre le travail des enfants, 30 communautés villageoises dans le département de San Pedro viennent de présenter leur plan d'action communautaire. Ces communautés ont été encadrées par la Caritas avec l'appui financier de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao. Thérèse Tapeyoboui. Les stratégies et actions de développement local amenées en vue d'assurer la protection et le bien-être des enfants se déclinent, selon les chefs des 30 communautés, en création de comités de lutte, construction d'écoles primaires et de logements de maîtres, de garderies, de cases de santé, de pompes villageoises et en création de centres secondaires de déclaration des naissances. Pour ces communautés, la place des enfants est plutôt à l'école que dans les plantations. Le directeur diocésain de la Caritas Côte d'Ivoire, le père Jean Constant, a rappelé que depuis 2006, où a démarré ce projet de sensibilisation et d'accompagnement des communautés des zones cacaoyères de la région de San Pedro, 47 communautés villageoises ont été sensibilisées. Grâce à la prise de conscience sur les aspects dangereux du travail des enfants, ces 47 communautés ont créé chacune un comité de lutte et un comité de pilotage de son plan d'action avec au bilan 39 salles de classe construites, dont 6 sur fonds propres des communautés, 9 logements de maîtres, dont 3 sur fonds propres, et un taux de scolarisation passé de 10% en 2006 à 47% en 2013. Le sous-préfet central de San Pedro, Zézé Tetia Libertin, a félicité les communautés pour l'élaboration de ces projets de développement. Il a toutefois souhaité que les écoles ne se créent pas dans le désordre, mais suivant une procédure légale validée à travers les cartes scolaires. Jeunesse saine sans alcool, c'est ainsi que se dénomme une caravane initiée par le ministère des Sports et Loisirs. Cette caravane invite les jeunes à adopter un comportement sain et responsable face à l'alcool et à la pandémie du VIH-Sida. Herman Yamie. Pour le démarrage de cette caravane Jeunesse saine faite sans alcool, la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a choisi les Makieba du district d'Abidjan. Et pour ce lancement, le choix s'est porté sur la commune de Yopougon, la commune, dit-on, la plus animée du district d'Abidjan à cause des nombreux bars et maquis qui y sont. Cette caravane vise donc à exhorter la jeunesse à adopter un comportement plus responsable. Plusieurs préservatifs masculins et féminins ont été distribués à cette occasion. La drogue, le tabac, l'alcool, et ça, ce sont des déterminants clés de la vulnérabilité au VIH. Donc, dans un corpus, nous faisons focus sur le VIH, mais nous allons dire aux jeunes simplement que cela soit pendant les fêtes, que cela soit pendant les jours fériés. Amusez-vous, mais prenez soin de vous. Buvez moins d'alcool, prenez moins de risques, parce que les risques là, il y en a partout. Cette initiative de la direction de la protection des jeunes est saluée par la population. Je pense que c'est une bonne initiative. La maladie qu'on appelle le sida est une maladie qui traîne beaucoup à Yopougon. C'est vrai que
À Yopougon, il y a beaucoup de filles qui viennent, on ne sait pas avec qui on va. Dans la nuit, on a bu un peu de bière, on ne sait pas quel est notre partenaire. C'est pas mauvais. C'est normal de se préserver pour éviter beaucoup de maladies. Obtenir zéro infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida parmi les jeunes, c'est ce à quoi s'attelle la direction de la protection des jeunes. À travers ces initiatives, elle entend les poursuivre afin de rendre la jeunesse plus responsable. Présentation de vœux à Daoukro, les militants du PDCI et les populations de la région de Lifou étaient récemment chez le président Henri Konan Bédié pour lui souhaiter les vœux du nouvel an. C'était l'occasion pour le président du PDCI RDA d'appeler l'ensemble des Ivoiriens à cultiver la paix et la réconciliation et à soutenir les actions du pouvoir en place pour la croissance de la Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyoboui. La Fafa de Daoukro, la danse PDCI-RDA d'Aswakro, la danse Pata de la communauté béninoise vivant à Daoukro et des présents. Voilà quelques-unes des actions des militants du PDCI-RDA et des populations de la région de Lifou pour souhaiter une bonne et heureuse année 2014 au président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Au nom de la population de la région de Lifou, vous réaffirmez notre indéfectible soutien et notre engagement pour la mise en chantier de vos différentes réformes qui donneront au PDCI un instrument de combat pour les futures batailles. Vous encouragez à conduire notre alliance, le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à devenir une réalité définitive. Le président Henri Konan Bédié veut un RHDP fort, mais il veut surtout l'unité entre tous les Ivoiriens, indispensable pour une paix durable et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons pu, au bord du gouffre, ramener notre Côte d'Ivoire à la paix. Mais la cendre est encore toute chaude, diront nos parents, pour y approcher toute substance inflammable sans risque. Il faut saluer les performances et toutes les perspectives annoncées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de soutenir pour mener aussi loin que possible le jalon du développement que nous appelons de tous nos vœux. La Côte d'Ivoire s'est inscrite sur la voie de la démocratie. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, appelle les uns et les autres à faire preuve d'ouverture, de justice et d'humilité pour faire prospérer cette démocratie. Le G25, un regroupement de députés proches du RDR, est allé saluer et traduire sa reconnaissance au président de l'UDPCI. Albert Mabry-Touakeus a été la première personnalité à épouser l'idée du G25 de proposer une candidature unique du RHDP à la prochaine présidentielle, celle du président Alassane Ouattara, et c'est ce que nous dit Hamza Diaby. Le G25, toujours dans la dynamique de rencontre des leaders politiques. Ce vendredi, c'est l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire qui accueille le regroupement de députés. Ici, plus question de sensibilisation. Les parlementaires disent être venus rencontrer et célébrer Mabry-Touakeus. Et pour cause, le président de l'UDPCI a été le premier leader ivoirien à épouser leur idée, celle de la candidature unique du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Pour Albert Mabry-Touakeus, Alassane Ouattara, candidat unique, cela va de soi. J'expliquais qu'en ce qui concerne le RHDP, nous sommes tous solidaires du bilan du président de la République. C'est ce bilan que nous allons présenter, défendre à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Et donc, il ne peut pas se comprendre que nous ayons plusieurs candidats. Mieux, il est bon que le RHDP confirme sa disponibilité à l'endroit de la Côte d'Ivoire
disponibilité à œuvrer pour l'apaisement, pour la paix. Visiblement heureux d'avoir été reçus par la direction de l'UDPCI, les députés se disent satisfaits de la disponibilité du parti à travailler pour une Côte d'Ivoire prospère. Le G25 est un regroupement de 25 députés issus des 5 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Plusieurs responsables de la société civile et agents du ministère de l'Éducation nationale et de la Santé vont être formés. Cette formation se situe dans le cadre du programme d'urgence de restauration des services sociaux de base et de renforcement de capacités publiques. Un projet financé par la BAD. Les participants à cette rencontre vont renforcer leurs capacités sur la gestion post-crise des conflits. Franck Quadio. La question de la réconciliation et de la cohésion sociale doit être l'affaire de tous. Le vœu a été émis par les autorités ivoiriennes au lendemain de la période de crise. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, on l'a bien compris. Une trentaine d'agents venus de différentes régions du pays sont outillés sur les mécanismes de prévention et de sensibilisation sur les conflits. Le tout pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions fonctionner dans des structures apaisées, dans des cadres où la notion même d'enseignement pourra se développer plus aisément. Les participants entendent donc capitaliser les acquis de cette formation. L'idée est d'être des vecteurs de réconciliation auprès des populations. Au niveau de la société civile, on a décidé de prendre une part très importante dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et ce séminaire nous a donné des outils pour pouvoir intervenir très efficacement sur ces genres de problèmes. Notre souhait, c'est que ce type d'initiative soit démultiplié et qu'il y ait encore d'autres opportunités donc, de formation. Le représentant du ministre à charge de l'économie et des finances, tutelle administrative du projet, a noté la disponibilité du ministère à étendre cette formation vers d'autres administrations grâce au programme d'urgence pour la restauration des services de base. Un programme financé par la Banque africaine de développement. Un mot de sport avec la 11e journée de la Ligue 1. La SEC Mimosa s'offre la 2e place au classement avec 22 points après sa victoire cet après-midi sur l'Africa Sport d'Abidjan par 1-0. Sébastien Wognin. ASEC Africa version 2014 est match à vite oublié. On retient le pénalty à la 74e minute. Pénalty contesté par les joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Et pourtant, il y avait bien faute. Boakofi Devi échoue une première fois avant de se ressaisir et tromper Diomandé Namori. Sur l'action, l'arbitre Ndri Kwame a été généreux parce que Diomandé Namori, le gardien de l'Africa Sport d'Abidjan, méritait le rouge. La SEC empoche les 3 points, mais pas avec la manière. L'axe routier Sipilou-Lola de la Côte d'Ivoire vers la Guinée et vice-versa sera reprofilé. C'est un soulagement pour les populations qui vont pouvoir circuler aisément et développer leurs différentes activités agricoles. Thérèse Tapeyoboui. C'est un effort des opérateurs économiques privés ivoiriens et guinéens qui a abouti à la remise en l'état du tronçon Sipilou-Lola devenu impraticable. Il s'agira donc de traiter les points critiques et rendre la circulation plus fluide sur cette route internationale qui relie la Côte d'Ivoire et la Guinée. Profitant du lancement des travaux, les 2 préfets ivoiriens et guinéens ont mis en exergue l'excellent rapport qui unit les 2 pays et la relation de fraternité qui existe entre les populations vivant de part et d'autre de la frontière. Toute chose qui a rendu possible la réalisation de ces travaux qui vont coûter 12 millions de francs CFA. Il faut noter le récent litige frontalier qui a failli fragiliser les relations entre les 2 États au sujet du village de Béaba, dont la Côte d'Ivoire et la Guinée revendiquent l'appartenance. Pour le préfet de Sipilou, cette affaire est désormais terminée. Les 2 présidents nous ont confié la gestion des populations. Nous devons tout faire pour que les populations vivent en très bonne intelligence. Nous pensons que Béaba, c'est déjà du passé. Une relation de bon voisinage
Tel est le vœu des chefs des deux pays. Ceci pour arriver à créer une intégration socio-économique, gage d'un développement harmonieux. Tout est réuni des deux côtés pour que réellement ce soit une coopération sud-sud. Et au-delà de la coopération sud-sud, nous vous avons dit que c'est une sorte d'intégration voulue par nos deux chefs d'État que nous sommes en train de mettre en pratique sur le terrain. La fin des travaux de la route Sipili-Lola est annoncée pour les prochaines semaines. Il est à Abidjan dans le cadre de la visite du Premier ministre japonais. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Le président Macky Sall a expliqué à ses compatriotes ses ambitions pour le Sénégal. Abou Sanogo. Moment de communion entre Sénégalais en Côte d'Ivoire. En marge de la visite du Premier ministre japonais à Abidjan, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, est allé à la rencontre de ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Plus de 500 représentants de divers secteurs de la diaspora sénégalaise venant des différentes communes du district d'Abidjan se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur président à la salle des fêtes de la mairie de Cocody. Une visite saluée par le premier magistrat de la commune. Nous sommes très honorés, vraiment honorés. C'est la première fois depuis que l'hôtel communal a pris cette dimension qu'un chef d'État vienne jusqu'ici nous rendre visite. Ça veut dire que demain, le président Alassane sera là. Les différents intervenants ont égrené un chapelet de doléances. Il s'agit d'une part de l'obtention de fonds pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire et de financement de projets d'autre part. Le président du Sénégal, Macky Sall, a expliqué à ses compatriotes ses ambitions pour le Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. Cette rencontre qui n'est pas nouvelle m'a permis de revoir mes compatriotes et de m'enquérir de leurs préoccupations, leurs conditions de vie. Ils sont très heureux, comme vous le savez, d'être en Côte d'Ivoire. Ils m'ont chargé d'ailleurs d'être leur interprète auprès de son Excellence le président Alassane Ouattara, du peuple et du gouvernement ivoirien pour exprimer leur gratitude par rapport à leurs conditions de vie ici en Côte d'Ivoire. Après cette rencontre, le président sénégalais a pris part à la rencontre entre les chefs d'État de la CEDEAO et le Premier ministre japonais. Hors de nos frontières, le calme semble revenir à Bangui, capitale de la Centrafrique, après les récentes violences meurtrières. Les combattants Seleka et Anti-Balaka ont cessé les affrontements. Le président par intérim de la Centrafrique, Alexandre Ferdinand Guendé, a appelé les 100 000 personnes réfugiées aux abords de l'aéroport à rentrer chez elles. L'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon a tiré sa révérence hier. Au lendemain de sa disparition, les avis restent partagés à travers le monde. Atmosphère de deuil national à la Knesset pour Ariel Sharon avant son enterrement lundi dans son ranch. L'ancien Premier ministre laisse un héritage brouillé dans l'opinion. Pour la majorité des Israéliens, il était mort depuis 8 ans. D'où le sentiment de malaise dans l'opinion face à cet acharnement thérapeutique. Benjamin Netanyahou, adversaire politique, a préféré rendre hommage au guerrier courageux et non à l'homme politique. Ariel a contribué à la sécurité de l'État. Il l'a fait parce qu'il savait que le peuple juif doit être en mesure de défendre le pays, non seulement par ses propres moyens, et pour lui-même. Sa mémoire restera dans le cœur de la nation. Héros de la guerre du Kippour en 1973 pour les Israéliens, criminel pour les Palestiniens qui sont descendus dans les rues pour célébrer le décès de Sharon. Certains regrettent qu'il n'ait pas été jugé pour le massacre de Chabra et Shatila au Liban en 1982. Nous avons eu 3 morts dans le massacre. Mon fils, mon mari et le fils de mon beau-frère. Voilà les photos. Nous avons souffert durant 32 ans. Lui a souffert pendant 8 ans, dans le coma. Seulement, j'aurais aimé qu'il souffre encore 10 ans de plus. Il n'y a rien que l'on puisse faire contre la volonté de Dieu. Aux États-Unis, le président Barack Obama et ses prédécesseurs Bill Clinton et George Bush ont salué la mémoire de Sharon. Seul le vice-président Biden sera présent aux obsèques. Le faucon devenu colombe, bien que vivant, n'aura rien su de l'élection d'Obama, de la mort de Kadhafi et de Mandela.
Il sera enterré auprès de Lily, sa seconde épouse, dans leur ranch familial, dans le sud d'Israël, non loin de la frontière avec Gaza. Et dès l'annonce du décès, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ex-premier ministre et au peuple israélien. Et je rappelle qu'Ariel Sharon sera enterré demain lundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1.